Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être venus, si nombreux, parce que voilà, c'est toujours très intéressant de faire une présentation dans ces conditions-là, avec autant de personnes, sans doute passionnées par ce que je vais raconter, ou pas, vous me direz à la fin. Je suis tout d'abord très content de revenir là où j'étais il y a quelques années, puisque j'avais une place de directeur de laboratoire et directeur adjoint de laboratoire sur le campus Aiguillette, et donc c'était le LIEC, laboratoire qui est ici, puis qui occupe 2 sites sur Nancy, Charmois au pôle de l'eau et ici sur le campus Aiguillette, avant de quitter ce laboratoire pour aller au CNES, hein, et donc prendre mes fonctions au CNES, qui sont alors ce qu'on appelle, je dirais au CNES, alors c'est un terme que vous ne trouvez pas dans le dictionnaire, c'est un thématicien. Alors qu'est-ce que ça veut dire un thématicien? C'est un responsable scientifique qui s'occupe des relations entre les laboratoires et les projets spatiaux. Donc au niveau des objectifs scientifiques, donc nous on est un petit peu là pour garantir le bon déroulement des projets spatiaux en termes scientifiques, mais aussi de la bonne adéquation des instruments qui sont envoyés sur des sondes spatiales avec les objectifs scientifiques qui sont visés, hein, par les différentes équipes. Bon, en quoi un instrument répond à une question scientifique qui a été posée au départ. Et donc les 3 domaines dont je m'occupe, c'est l'exobiologie, donc c'est la recherche de traces de vie ailleurs, dont on va parler aujourd'hui. Les exoplanètes, donc les planètes en dehors du système solaire. Alors dès que ça exo, c'est pour moi, hein, donc grosso modo, dès que c'est ailleurs que sur Terre, c'est pour moi. Donc on dirait aujourd'hui exoplanétologie, c'est en cours de discussion, mais au niveau des astronomes et des astrophysiciens, ça semble avoir aujourd'hui un peu, je dirais, le vent en poupe. Et puis aussi de protection planétaire. Alors, je ne m'occupe pas de défendre la Terre contre les méchants envahisseurs extraterrestres, ni de débris spatiaux qui retombent sur Terre, etc. Je m'occupe simplement de la protection planétaire quand on définit une sonde spatiale qui va aller visiter un astre, dont on va parler aujourd'hui, par exemple Mars, sur lequel on va rechercher des traces de vie. Mais on doit veiller à ce que cette sonde spatiale ou ce véhicule qui va rouler sur Mars ne contamine pas la planète, dans un sens. Donc on n'amène pas de la vie sur Mars, la vie terrestre. Et de l'autre côté, si on ramène des échantillons sur Terre, que ces échantillons ne viennent pas perturber la biosphère terrestre. Et je dis bien la biosphère terrestre, pas simplement un méchant virus qui reviendrait pour décimer l'espèce humaine, hein, mais bien entendu quelque chose qui pourrait intégrer l'écosystème terrestre et s'y développer. Donc c'est valable pour tous les astres qu'on visite, hein, que ce soit des planètes comme Mars, des petits corps comme des astéroïdes ou des comètes, ou des lunes, vous entendrez parler de lunes glacées, je vous en parlerai un petit peu, qui gravitent autour des planètes géantes de notre système solaire, Jupiter et Saturne. Alors donc voilà mes 3 thèmes un petit peu. Donc vous voyez, c'est l'exobiologie, les exoplanètes et la protection planétaire, ça touche un petit peu toutes les dimensions depuis, je dirais, ce qui se passe au niveau de notre galaxie quand il n'y a pas de corps céleste formé, j'en parlerai un petit peu, jusqu'aux planètes, je dirais, qui sont dans notre système solaire et bien entendu celles qui sont dans les systèmes extrasolaires, donc bien entendu dans notre galaxie, hein. Pour l'instant, on est incapable d'aller voir des planètes qui sont ailleurs que dans notre galaxie, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc il reste tout un pan de l'univers encore qui sera pour longtemps, qui n'est pas pour l'instant étudié, qui gardera ses secrets. Donc juste pour vous présenter le CNES, si vous ne le connaissez pas, pour le spatial français, il y a 5 grandes thématiques. Le CNES s'occupe de 5 domaines, hein, pour le spatial. Le transport spatial, bien entendu, c'est les lanceurs, hein. Vous connaissez Ariane, on attend actuellement Ariane 6. La science dont je vais parler aujourd'hui, donc on accompagne les acteurs, les laboratoires scientifiques et les scientifiques dans l'exploration de l'univers. On accompagne aussi les scientifiques dans l'observation de la Terre. Alors je m'excuse, mais au CNES, ça m'a choqué quand je suis venu du CNRS. La science, c'est du côté de l'univers, et l'observation de la Terre, c'est à part. Mais c'est bien de la science quand même, hein, puisqu'on regarde quand même notre planète. Et connaître le climat, connaître le fonctionnement des océans ou des écosystèmes terrestres, c'est quelque chose d'important. Et bien entendu, deux éléments qui sont aussi très importants au niveau de notre vie quotidienne, qui sont les télécommunications et aussi tout ce qui est la défense du territoire et gérer la défense militaire.
Alors bon, ça c'est des diapos un petit peu institutionnels, je dois les passer. Donc renforcer notre autonomie stratégique. À chaque fois qu'on a un lanceur, c'est très bien parce qu'on a une certaine autonomie pour lancer dans l'espace. Aujourd'hui, vous savez que on attend Ariane 6 avec impatience, on n'a plus d'Ariane 5. On a malheureusement dû rompre nos collaborations avec la Russie qui nous fournissait jusqu'à présent des lanceurs Soyouz qui devaient nous permettre de faire la transition entre Ariane 5 et Ariane 6. Et on est un petit peu, je dirais, au milieu du gué, je veux dire, mais je vous rassure, tout va bien sur Ariane 6. Les derniers tests amèneraient vraiment un vol d'essai à l'été de cette année. Donc ça, c'est important. Et puis, bien entendu, tous les satellites qui servent aux télécommunications, au GPS, Galileo, etc., donc qui servent au positionnement, et bien entendu à tout ce qui est télécommunications. Le deuxième point, c'est l'observation de la Terre avec des programmes qui sont soutenus par le CNES au niveau des satellites d'observation pour à la fois surveiller les océans et bien entendu tout ce qui est aujourd'hui l'enjeu très important, c'est toute la biosphère des écosystèmes terrestres, notamment au niveau de la biomasse végétale, donc avec des systèmes, des satellites dédiés à l'observation de ces couverts végétaux, des émissions de CO2, etc. Ça, le flux de carbone, c'est quelque chose que les scientifiques essayent de suivre depuis l'espace, à une échelle qu'on ne peut pas avoir au niveau terrestre. Et bien entendu, ces données-là sont intégrées avec les données qu'on obtient au sol, avec les moyens qu'on a l'habitude d'utiliser, je dirais, dans l'observation de nos écosystèmes terrestres. Il y a aussi une division ballon. Elle est un peu méconnue, mais on a du vol stratosphérique avec des ballons qui volent à 40 km d'altitude, qui peuvent voler plusieurs jours, plusieurs semaines, pour faire justement des relevés atmosphériques, alors soit de l'atmosphère terrestre, soit éventuellement, y compris emmener des instruments, des télescopes ou des appareils pour mesurer l'univers. À partir de 40 km d'altitude, on est assez bien, et on n'est plus déjà perturbé par tout ce qui gêne les astronomes, je dirais, et les observateurs au sol. C'est cette couche atmosphérique dense avec beaucoup de perturbations, et on peut véritablement, même sous un ballon, avoir des télescopes qui arrivent à rester parfaitement pointés dans une direction. Donc il y a des nacelles, qu'on appelle nacelles de pointage. Donc c'est de la haute technologie, parce que sous un ballon, vous imaginez bien que c'est beaucoup moins stable. Et puis le dernier volet, c'est Philae, bien entendu, ce petit robot qui s'est posé sur la comète Gerasimenko Chury, comme on l'appelait en abréviation. Et donc c'est l'exploration robotique des corps célestes, que ce soit des astéroïdes, des comètes ou des planètes, voire les lunes qui les accompagnent. Donc il y a toute une série de missions que vous connaissez, et puis des missions d'observation comme Gaia qui servent à donner des cartographies des étoiles dans notre galaxie, et donc à faire des relevés cartographiques. Ça c'est toujours très très important, et d'alimenter des bases de données. C'est aujourd'hui sans doute une des sources de données les plus importantes au monde, avec les données que renvoie ce satellite pour documenter la carte du ciel en quelque sorte. Alors, on va parler aujourd'hui, donc je vais vous parler principalement d'exobiologie, de recherche de traces de vie. Donc l'exobiologie, c'est la recherche de traces de vie ailleurs que sur Terre. Alors bien entendu, la Terre est toujours le modèle de référence puisque la seule évidence de forme vivante, c'est sur Terre. Voilà. Alors il y a celles qu'on connaît actuellement, mais on s'intéresse bien entendu beaucoup à celles qui étaient là il y a 3,4 milliards d'années sur Terre. Et donc, sans doute des formes assez, alors j'aime pas les appeler primitives, des formes assez élémentaires de la vie, voilà, mais quand même des formes vivantes. Elles sont pas primitives parce que si on pense aux bactéries, elles sont là depuis 3,4 milliards d'années sur Terre, elles sont toujours là, l'évolution ne les a pas éliminées, le processus d'évolution ne les a pas éliminées, et moi je suis convaincu qu'on est sur la Terre des bactéries, parce que même si on disparaissait, même si on sont des espèces, je dirais, plus élaborées disparaissaient, elles subsisteraient sur cette planète. Donc les grandes questions qui se posent aujourd'hui dans l'exobiologie, c'est les processus de formation et d'évolution du carbone, de la matière organique qui nous constitue, où ce carbone apparaît, comment il se transforme et d'où viennent ces molécules qui nous constituent. Si elles ont été élaborées par le vivant ou si effectivement c'est déjà un héritage. Donc on va chercher dans le milieu interstellaire, et on trouve aujourd'hui dans le milieu interstellaire, j'en parlerai pas précisément aujourd'hui, on trouve dans la chimie, ce qu'on appelle la chimie prébiotique, c'est-à-dire la chimie avant le vivant, autour des étoiles,
dans ces poussières qui gravitent autour des étoiles en formation naissante, etc. Vous avez des cristaux de glace, des petites particules de silicate, de carbonate, donc des petits minéraux, et de glace qui progressivement fixent du carbone, alors sous forme de CO2 hein, principalement, parce que c'est un gaz qui est assez présent dans le milieu interstellaire, de méthane, etc. Et sous l'effet des rayonnements de l'étoile, ces molécules élémentaires, carbone, méthane, CO2, dioxyde de carbone, sont transformées en des molécules plus élaborées. Et progressivement sur ces glaces qui gravitent autour, qui sont soumis à des températures froides, puis qui se réchauffent en passant près de l'étoile, plus près de l'étoile, vous avez progressivement des matières qui sont élaborées et on trouve sur ces particules des acides aminés, voilà ce qui va constituer une partie de nous en tant qu'être vivant. Donc les derniers résultats qui ont été ramenés, notamment, c'est pour ça qu'on s'intéresse aux astéroïdes, à ces corps primitifs, primordiaux du système solaire, qui conservent en eux les traces en fait de ce qui a été la composition du système solaire quand la Terre s'est formée. Et donc c'est en quelque sorte la mémoire de notre héritage. Et donc là, sur ces astéroïdes, on découvre de plus en plus de molécules. Aujourd'hui, je peux vous annoncer le chiffre sur les échantillons qui ont été ramenés par une mission Hayabusa 2 hein, sur Ryugu, un astéroïde. Ils ont détecté plus de 10 000 molécules organiques. Donc là-dedans, près de 80 acides aminés. On en utilise 20. Hein. Voilà, il n'y a pas tous les nôtres, mais il y a une pléthore de molécules qui sont présentes, voire des bases déjà qui servent à l'ADN, à l'ARN notamment, des bases qui peuvent servir à l'ARN, donc bases nucléiques notamment. Donc on trouve des molécules très très élaborées sans que le vivant ait été présent. La deuxième question, c'est bien entendu, on a cette chimie et c'est, je vous disais, autour de ces poussières, comment les systèmes planétaires se forment. Comment à partir de ces poussières, finalement, on va constituer des planètes. Alors c'est valable pour notre système solaire, mais c'est valable aussi pour les exosystèmes qu'on observe, de dire comment se forment-ils. Et là-dedans, c'est une question qui a été ouverte très récemment, parce que finalement, les exoplanètes, on les connaît, la première, on a découverte depuis en 1995. C'était une grosse planète, c'était plus gros que Jupiter, et sa gravité à une distance, sa gravité très proche de son étoile, parce que ça en faisait le tour en 3 ou 4 jours. Hein, donc, vous voyez, une énorme planète qui tourne autour d'une étoile. Et, alors que Jupiter met beaucoup plus longtemps à tourner autour du Soleil. Hein, voilà, il met, je crois, 14 ans à peu près à tourner autour du Soleil. Et de fait, vous avez une planète qui gravite autour de son étoile et qui est très proche. Donc ça a mis un petit peu le doute dans les systèmes tels qu'on les imaginait, les systèmes planétaires, parce qu'on se disait ils doivent ressembler aux nôtres. Donc et finalement, avec les petites planètes à l'intérieur, puis les grandes planètes à l'extérieur. Et en fait, on s'aperçoit c'est loin d'être le cas. Et en fait, notre système planétaire est un système très particulier. Et on n'a pas trouvé aujourd'hui véritablement d'exemple dans les systèmes qu'on observe. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres modèles de formation et qu'on est peut-être un exemplaire. Alors on n'espère pas unique, mais voilà. Donc vous voyez, donc on se pose la question de la vie ailleurs, donc d'autres formes de vie, et puis les planétologues nous disent oh oui, mais les systèmes planétaires sont très différents du nôtre. Donc on peut imaginer tout ce qu'on veut. Hein. Donc ensuite, la question, une fois qu'on a trouvé ces molécules, ces systèmes planétaires, c'est de dire est-ce qu'ils sont habitables ou pas. Donc de rechercher des traces d'habitabilité. Donc de dire, alors quand on entend habitable, je fais une petite précision, c'est pas au sens où on peut aller prendre sa valise, et voilà, la poser et ouvrir et voilà et s'installer, même sous une tente, dans un environnement habitable. Non, non, ça correspond à des conditions où on considère qu'il peut y avoir de l'eau liquide en permanence, ou tout du moins de manière durable à la surface d'une planète. Donc on est dans des conditions de pression et de température qui sont compatibles avec de l'eau. Parce que forcément, l'eau c'est la vie, hein, comme le dit le dicton. Donc l'eau c'est la vie, et donc voilà. Donc on imagine que pour avoir un endroit habitable, il faut au moins qu'on ait de la présence d'eau. Donc vapeur d'eau dans l'atmosphère, comme c'est sur Terre, et éventuellement de l'eau en permanence à la surface. Donc les conditions d'habitabilité sont définies donc, par la position de la planète par rapport à son étoile. La Terre est bien située hein, pour avoir de l'eau liquide. Vous l'éloignez de pas grand-chose. Hein. Vous l'éloignez de 5% de son orbite actuelle vers Mars et vous la transformez en une boule de glace. Et vous la ramenez de 5% plus proche du Soleil et vous la transformez en un désert aride. D'accord ? Donc on est juste au bon endroit depuis quelque temps.
pour avoir de l'eau et cet environnement qui nous est très cher. Donc voilà, donc c'est ces environnements vitaux. Et bien entendu, derrière la notion d'habitabilité, je vous disais avec de l'eau, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs sur une autre planète? Donc ça, c'est la question. Alors, alors oui, ça, pardon, c'est ça. Où cherche-t-on la vie? Donc d'abord, on la cherche au plus près de nous. Donc voilà, à l'échelle 1 à peu près, donc l'échelle en respectant la taille du Soleil, hein, la taille des planètes, bien entendu pas les distances. Hein. Vous voyez bien que le Soleil ne nous apparaît pas aussi gros que ça. Et donc voilà la taille à peu près des planètes. Alors vous voyez la Terre, la taille de la Terre et Vénus à peu près identiques. Mars qui est toute proche mais qui est toute petite. Alors, ça c'est une anomalie pour les planétologues. Mars aurait dû être au moins de la taille de la Terre, d'après les modèles. Et même avoir une taille légèrement supérieure à la Terre. Et puis ensuite, vous avez Jupiter, les deux géantes qu'on connaît bien, Saturne avec ses magnifiques anneaux, et puis les planètes, donc ce qu'on appelle du système externe, et plus loin, Uranus et Neptune. Alors effectivement, pour déjà aller se rapprocher de Vénus, se rapprocher du Soleil, forcément on se rapproche du Soleil, donc ça commence un petit peu à être des conditions très contraignantes au niveau notamment des radiations. Vénus n'est pas un environnement très adapté à poser des sondes. On a des températures extrêmes et des pressions atmosphériques qui sont terribles. Souvent, les sondes ne tiennent que quelques heures au sol, dans le meilleur des cas. Mercure, il y a une mission qui explore Mercure actuellement, qui s'appelle Baby Colombo, qui va effectivement regarder Mercure. Donc Mercure, c'est une planète qu'on connaît assez peu finalement, et donc on va les découvrir très prochainement avec des sondes spatiales. Et puis donc vers le Soleil, c'est pas facile, donc on se tourne de l'autre côté. Alors, j'ai commencé par les géantes. Jupiter, Saturne sont accessibles par des sondes spatiales. Il faut à peu près, on veut dire grosso modo 5 ans pour aller sur Jupiter et à peu près 7 ans pour aller sur Saturne, avec les moyens actuels. Uranus, c'est déjà plus loin et on a un projet vers Uranus, c'est 15 ans pour y aller. D'accord ? Et si vous voulez aller sur Neptune, on double à peu près, il faut 30 ans. D'accord ? Donc, on reste à proximité, et qu'est-ce qui est en proximité entre ces grands systèmes? Et c'est Mars, d'accord. Et donc Mars c'est un choix parce qu'il fascine, par sa couleur, la planète rouge, parce qu'il y a un imaginaire derrière les Martiens, hein, etc. Des astronomes aussi dans le passé y ont vu des traces de civilisation en voyant des canaux, Schiaparelli, etc. Vous voyez des canaux, des fleuves, etc. Donc on imaginait une civilisation martienne. Donc c'est un endroit facile d'accès. En tout cas, on a les moyens de s'y rendre assez vite. Il faut à peu près 8 mois pour aller sur Mars, hein, avec les moyens actuels dont on dispose. Et de fait, on va forcément aller étudier cette planète qui a en plus, on le sait maintenant et on l'imaginait, a une histoire assez commune avec la Terre. C'est-à-dire que Mars, pendant à peu près son premier milliard d'années d'existence, un peu plus de son milliard et demi d'années d'existence, a de l'eau en surface et a des conditions comparables aux conditions qui régnaient sur Terre il y a 3,4 milliards d'années. Donc la vie est apparue. Donc si la vie est apparue sur la Terre, elle a probablement pu apparaître aussi sur Mars. Et donc c'est pour ça que ça en rend un objet intéressant. Puis brutalement, Mars, beaucoup plus petite, hein, vous voyez que la Terre, s'est refroidie très vite et pour des raisons sans doute, alors c'est l'hypothèse qui est retenue actuellement, des raisons un petit peu de géodynamique, s'est refroidi, l'intérieur de la planète s'est refroidi, et ce qui nous donne un champ magnétique ici sur Terre qui est cette dynamo qui vient des mouvements différentiels à l'intérieur de la Terre, du noyau, du manteau et puis de la croûte terrestre, ne s'est plus produit sur Mars. Donc Mars a perdu son champ magnétique, et quand on perd le champ magnétique protecteur, on enlève cette ceinture qui nous protège du rayonnement solaire, et le rayonnement solaire devient très très abrasif, entre guillemets, si on peut parler comme ça, vient éroder l'atmosphère et progressivement élimine la vapeur d'eau qui s'en va, et l'atmosphère, donc l'eau s'évapore. C'est ce qui arriverait sur Terre si malheureusement on perdait notre champ magnétique. Je vous rassure, c'est pas demain la veille, voilà, et la Terre est suffisamment volumineuse pour pouvoir conserver pendant plusieurs milliards d'années son champ magnétique. Donc voilà, donc Mars c'est intéressant. Alors vu de loin, alors quand on s'en rapproche avec des orbiteurs, c'est une planète qui devient dont on voit souvent les reliefs assez. Alors on y retrouve un petit peu des cratères. Alors forcément, les impacts sur Mars, il y en a beaucoup, parce que elle est presque arrêtée depuis 3 milliards d'années, donc elle s'est pris des impacts
comme notre Lune, etc. Sur Terre, les impacts sont effacés par la tectonique des plaques, la Terre se reforme et on en garde que quelques cicatrices à certains endroits. Donc voilà, donc il est toujours intéressant de voir. Vous voyez sur Mars aussi, alors vous avez des petites flamèches blanches, hein, c'est pas des, ce sont des nuages. Hein, il y a des petits nuages sur Mars temporairement quand il y a suffisamment de vapeur d'eau et de CO2 qui s'évaporent. Donc localement, vous avez des nuages, vous avez du vent, vous avez une atmosphère qui est extrêmement faible, 7 millibars. Donc c'est beaucoup moins que l'atmosphère terrestre. Et donc ça permet par contre d'avoir, quand on est en orbite très proche, de pouvoir observer Mars très fidèlement et d'avoir, quand vous observez la Terre, vous avez toujours cette déformation par l'atmosphère. Et là, Mars, c'est beaucoup plus facile puisque vous avez une atmosphère qui est peu dense. Alors bien entendu, on peut l'observer depuis l'orbite avec des orbiteurs. Alors ça, c'est un orbiteur dont je reparlerai qui s'appelle HERO, qui est pour l'instant pas envoyé, mais dont on reparlera tout à l'heure. Et qui est donc, vous voyez, avec des très grands panneaux solaires. Je vous expliquerai pourquoi. Et quand on est au sol, voilà ce qu'on observe. Alors là, vous êtes directement sous les roues du rover actuel qui est sur Mars depuis février 2021, le 19 février. Donc il va avoir ses 3 ans, fêter son anniversaire dans quelques jours. Donc vous verrez, les médias vont sans doute en parler. Voilà. Je vous en parle d'autant mieux que c'est une des missions dont je m'occupe. Donc et cette mission qui est Persévérance, donc du rover martien qui est sur Mars et qui collecte des échantillons à la surface de Mars. Donc on a, vous voyez, le sol martien un petit peu avec des cailloux. Vous voyez, ces cailloux, ils sont à la fois pour certains un peu arrondis, d'autres assez anguleux, on va dire un petit peu cassants. Vous avez ce qu'on appelle des strates en fait, donc des affleurements, et vous voyez des lithifications aussi à l'intérieur, donc ce qui indique des dépôts géologiques dans le passé. Donc sans doute lié à l'activité de l'eau. Alors ça, souvent, c'est des belles images qu'on vous montre parce qu'elles ont été corrigées on a corrigé la balance de blanc parce que sur Mars, la lumière n'est pas tout à fait la même que sur Terre. Donc on n'a pas ce point de blancheur et souvent ça ressemble plutôt à ça. D'accord ? Alors c'est un peu moins joli, donc vous les voyez moins dans les magazines, ces photos-là. Donc c'est en plus, vous voyez, on a l'impression qu'il y a de la poussière. Et ça, c'est une réalité. Il y a de la poussière sur Mars en permanence. Et donc vous avez toujours cet aspect un petit peu poudreux en fait de la visibilité. Donc avec le traitement d'image, on vous fait de belles images aussi. Puis ça va forcément, la couleur va varier en fonction de la position du soleil, comme chez nous, le coucher et le lever de soleil. Donc voilà. Alors ce rover dont je m'occupe est arrivé sur Mars. Donc voilà, on rentre avec un bouclier. Alors Mars a très peu d'atmosphère, donc on freine énormément et très très fort. Donc c'est ce que les Américains appellent les 7 minutes de terreur. Donc on redescend ensuite sous un parachute. Donc vous avez le rover qui est qui est dessous. Ensuite le bouclier avant est lâché. Et puis une fois qu'on arrive à 3 km d'altitude, on lâche le rover qui descend avec ce qu'on appelle une grue volante. Alors ça tourne un peu lentement, je suis désolé. Ça c'est la sécurité CNES. Donc descend sur Mars avec ses propulseurs. Donc le système repère le site d'atterrissage pour se poser au plus près. Une fois qu'il est repéré et qu'on est à courte distance, on déploie la grue et une fois que c'est posé, on rompt le câble. Tout ce que vous venez de voir, la rentrée atmosphérique, la descente sous parachute, la commande de la grue, c'est le rover qui le fait. Il n'y a qu'un seul calculateur, il est dans le rover. La grue, c'est juste des propulseurs. C'est le rover qui décide, j'ai touché le sol et voilà, on peut continuer. Donc voilà l'arrivée. Donc ça, c'est la vision en vidéo. Donc ça, c'est forcément des images de synthèse. Quand je montre souvent du public, les images de synthèse restent surtout sur les jeunes enfants. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les vraies images qui ont été obtenues, puisqu'on l'avait pour la première fois équipé d'un nombre de caméras suffisant, 23 caméras. Donc vous allez revoir la même séquence, c'est arrivé, mais vu avec les caméras qui étaient embarquées à bord. Alors là, vous avez le centre de contrôle. Tout le monde est bien entendu très concentré. Les temps de communication avec Mars sont longs. Donc il faut à peu près 15 à 20 minutes pour recevoir les données. Donc voilà, on est content. Donc à chaque fois, je n'ai pas mis le son, il y a des applaudissements parce qu'on voit le parachute se déplier, donc avec la caméra arrière. Donc là, vous êtes dans la phase parachute. Donc là, quand les gens reçoivent, quand le commandement reçoit ces images-là,
tout est terminé. Là, vous êtes sous le bouclier, vous voyez le bouclier qui part. Vous vous souvenez de l'image de synthèse, on voit le bouclier qui part. Alors forcément, là, on est sous le parachute, donc ça continue à tourner un petit peu. Hein, vous voyez, c'est pas très stable. Donc là, on va se rapprocher progressivement. Vous voyez la chute du bouclier, là, qui est en train de tomber. Donc on est encore très très haut, hein, on est à plusieurs milliers de mètres. Voilà, on va simplement lâcher le rover à 3, enfin le Sky Crane, cette grue volante, et le rover à 3 km. Vous voyez, ça tombe. Donc là, on n'est pas encore très stable. Vous passez progressivement aussi d'une trajectoire qui est très allongée, une trajectoire de plus en plus verticale, parce que le parachute vous freine l'ensemble. Et là, on commence à se rapprocher du point. Hein. Donc on visait en fait ces points qui sont autour de ce plateau là que vous voyez, qui correspond aux berges d'un ancien lac et d'un delta. Et donc en fait, c'est une des forces. Alors les Américains sont très forts pour se poser avec précision. Enfin, c'est par l'expérience, hein. C'est-à-dire à force, on trouve, ils ont des modèles qui sont de plus en plus robustes pour prédire la trajectoire dans l'atmosphère et arriver. Et ils sont capables de se poser très, très, très près. Et là, l'effort a été fait aussi avec des caméras qui sont en train, là, ce qu'on voit, d'acquérir la surface du sol et de le reconnaître, puisqu'on a maintenant des orbites depuis longtemps de satellites qui tournent autour de Mars et on connaît la surface du sol. Et donc on repère ce sol-là pour poser exactement à l'endroit qu'il faut. Donc vous allez voir progressivement le système. Voilà. Voilà. Et là, on est à 3 km d'altitude. Le système vient de se déclencher. Vous voyez, là, ça ne se déplace plus en oscillant. On est en train de voler avec la grue volante. Voilà. Donc, on va se rapprocher d'un site. On va essayer d'éviter les cailloux. Donc, il est en train d'estimer un petit peu où placer le rover au mieux. Donc, il se déplace. Vous voyez, il fait des petits mouvements. Là, on se rapproche du sol. Vous voyez, il recommence à reconnaître les petits cailloux. Là, on va voir la poussière des propulseurs. Voilà. Et donc là, il y avait l'autre caméra qui va vous montrer ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc là, on descend la grue. Donc vous avez la caméra qui filme le rover en train de descendre et la grue qui est au-dessus. Voilà. Les roues du rover se déplient. Donc c'est le rover qui commande tout. Hein. Voilà. Et alors là, vous êtes dans la poussière, forcément. Et tout va bien. Voilà, c'est posé. Et c'est fait. Et forcément, voilà. Alors, ils sont très contents parce que vous avez à peu près 15 ans de travail qui viennent de se réaliser. Hein. C'est-à-dire que ce moment précis, c'est le moment que tout le monde attend. C'est déjà fait, donc c'est en différé, mais c'est toujours un moment très palpitant, je dirais. Et forcément, il y a souvent même des gens qui s'effondrent un petit peu et voilà, qui ont leurs petites larmes dans leur coin parce que c'est un moment où toute la pression se relâche. Hein, sachant que là, vous avez 48 heures avant donné l'ordre, tout passe en automatique. Hein, quelqu'un qui appuie sur un bouton, à partir de ce moment-là, on ne peut plus rien faire. C'est le système qui va tout seul décider en fonction des programmes qu'on lui a envoyés. Donc vous voyez, vous jouez une mission à ce moment-là. Je vais vous le montrer parce que c'est toujours bien de voir un petit peu ce qui se passe dans une mission spatiale. Je ne suis pas là pour vous donner aussi beaucoup d'éléments sur la science. Voilà la taille du rover, hein, vous me voyez à côté. Donc je me lève pour que tout le monde, pour que tout le monde me voit. Donc vous voyez, le rover, il fait à peu près 2,20 m de haut. D'accord ? 2,20 m de haut, 2,70 m de large, 3 mètres de long. Donc ce que vous voyez souvent, c'est, j'avais amené là récemment dans une exposition, voici la photo. Les personnes étaient surprises de voir la taille du rover. C'est-à-dire quand vous voyez ces images vidéo, vous n'avez aucune idée de l'échelle. Mais en fait, c'est pas un petit truc. Donc on disait, oh, c'est aussi grand que ça. Oui, c'est aussi grand que ça. Ça pèse 1 tonne. Et ça fait ces dimensions-là. Donc on ne pose pas un petit rover sur Mars, on pose une vraie machine qui est assez impressionnante. Alors le rôle de cette machine, c'est de prélever des échantillons sur Mars, vous voyez, avec ce qu'il a au bout d'un bras articulé. Alors ce bras, vous le voyez rarement sur les photos, parce que quand vous voyez dans les publications ou dans les tabloïds, etc., vous avez souvent des photos, des selfies. C'est la mode de faire des selfies. Et la caméra qui fait le selfie est sur le bras. Donc en fait, c'est le bras qui photographie le rover en tournant autour. Hein, d'accord ? Donc ce bras-là, qui est le bras essentiel, vous ne le voyez rarement sur les photos, parce qu'il faut avoir les caméras comme celles qu'on utilise là, qui sont les caméras effectivement qui servent aux scientifiques, qui servent aux ingénieurs, pour voir le bras en train de travailler et de forer dans la roche.
Donc fourrer la roche et faire donc des trous. Alors il le fait soit dans la roche, soit effectivement dans des endroits qu'on appelle du régolithe, vous voyez ici. Alors c'est pas un pas d'astronaute, hein. C'est la roue du rover, hein, qui est venue jusque là. Mais vous voyez que ça peut être des couches, hein, de roches altérées en surface, qu'on appelle du régolithe. Comme sur la Lune, cette même poussière. Et donc vous pouvez prélever aussi de la poussière. Donc il fait les deux choses. Et cette poussière ensuite, donc on va voir en gros plan. Donc forcément ça se comporte pas de la même manière. Là vous faites des trous. On pourrait mettre une cheville et puis mettre une vis dedans, hein, donc c'est parfait. Et là, forcément, vous avez creusé, comme ça n'a pas de cohésion, ça s'effondre comme un tas de sable. Donc voilà, donc on peut coller. Ce que vous voyez aussi, le disque juste au-dessus des deux trous, là, voilà, ça c'est un autre outil qui sert, ça permet d'user un petit peu la surface de la roche et ensuite d'amener des instruments pour analyser ce qui est au milieu du disque pour faire une analyse de la roche. Donc, et en fait, c'est ça qui est important. C'est que, et ça c'est la partie dont personnellement je suis plus le travail, c'est cette caméra qui est au-dessus du rover, hein, que vous voyez là, donc là, ce qui ressemble à ce qui est l'œil du rover, hein, l'œil, voilà, qui s'appelle Supercam, Persévérance, et cette boîte à chaussures, qui est grande comme une boîte à chaussures à peu près, pèse 10 kg, contient 5 instruments à l'intérieur. 5 instruments qui permettent d'analyser, de visualiser d'abord, c'est les images que vous voyez ici. Donc il y a une caméra qui fait des mosaïques, en fait, hein, que vous voyez en dessous. La photo du dessus, c'est la photo qui est prise par les caméras de navigation du rover. Donc il voit en grand champ pour savoir où il doit aller. Enfin, les techniciens voient en grand champ où il doit aller. Et ici, vous avez cette succession de petites imagettes qui sont mises les unes à côté des autres, reconstituées, qui viennent des photos à haute résolution prises par cette caméra, cet œil, et la caméra tournant, vous faites progressivement. Et vous voyez que par rapport aux images globales, on arrive à des images à très haute résolution qui permettent de voir, par exemple dans ce cas-là, un dépôt de delta avec des couches géologiques. Très intéressant. Et deuxième point important, c'est qu'il dispose d'un outil d'analyse à l'intérieur, donc d'un laser, un LIBS. D'ailleurs, il y a une équipe qui travaillait dessus ici à Géoressources, hein, Cécile Fabre, hein, qui a fourni d'ailleurs des cibles, hein, pour calibrer cet instrument, qui est un LIBS, hein, donc qui fait de l'ablation laser et qui permet de connaître la composition des roches dans le détail. Donc vous tapez en quelque sorte avec le laser dans la zone qui a été abrasée par l'outil et vous pouvez obtenir la composition des roches. Alors vous obtenez des spectres, soit dans le domaine de composition élémentaire, voire avec l'outil supplémentaire qui est dessus, qui est aussi un Raman, un spectromètre Raman, qui permet de faire des analyses moléculaires. Donc vous savez qu'il y a du carbone avec le premier outil, du carbone, de la silice, de l'aluminium, etc. dans la roche. Puis ensuite, vous pouvez savoir que c'est un silicate, une argile ou un sulfate, par exemple, quelque chose, grâce aux outils spectroscopiques. Donc il y a la caméra, il y a ces outils d'analyse, et puis il y a un petit gadget qui a été rajouté très tardivement, il y a un micro. On a rajouté un micro dessus. Alors c'était une idée un peu saugrenue, et on s'est dit, mais les personnes m'ont demandé, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ce micro? Voilà. Alors on avait un micro, ça va pas coûter cher. Bon, ça va pas coûter cher, mais toujours dans le spatial, ça coûte toujours un peu cher de mettre des trucs comme ça. Et finalement, c'est vrai que ça n'a pas coûté très cher. Et ils ont pu mettre un petit micro, ce qui a permis d'écouter, en fait, quand le faisceau laser tape sur la surface, c'est un laser impulsionnel, on va avoir une idée par le bruit qu'émet en se formant le laser, enfin, il forme un plasma, et le claquement du plasma, finalement, va vous donner une indication sur la cohésion de la roche. Donc vous pouvez remonter à si c'est une roche dure, si c'est une roche tendre, etc. Alors au départ, donc ça a été promu, puis les ingénieurs du JPL qui ont construit le rover étaient tellement contents. Ben oui, il va pouvoir écouter comment le rover fonctionne quand on a les roues qui tournent, etc. Donc savoir effectivement s'il n'y a pas quelque chose qui se grippe. Donc ce petit micro a tellement eu de succès qu'eux-mêmes, ils en ont rajouté un sur le flanc du rover pour mieux écouter leur rover, ce qui n'était pas du tout prévu à l'origine d'avoir ce type d'instrument. Et l'avantage aussi de ce micro, c'est qu'il est capable d'écouter le vent martien et de donner des indications sur la propagation des ondes sonores dans l'atmosphère martienne, ce qui est important pour les modèles d'atmosphère martienne. Et puis, si vous vous souvenez, il y a un petit hélicoptère Ingenuity qui était associé, dont on a beaucoup parlé ces temps-ci. Malheureusement, il a fait un mauvais vol le 18 janvier.
Enfin, nous, comme je suis l'actualité, on n'avait pas le droit d'en parler. Et ça a été le 25, puis c'est venu seulement là, il y a quelques jours dans vos... Et donc le 18, il y a eu un problème. Et ce petit hélicoptère a permis, on a pu avec le micro enregistrer le bruit de l'hélicoptère. Et de manière surprenante, ils se sont aperçus qu'ils arrivaient à entendre l'hélicoptère, même quand celui-ci était assez loin. Ce qui n'était pas prévu par les modèles atmosphériques on ne devait pas l'entendre. Un bruit, on ne devait pas l'entendre. Et donc on a découvert des phénomènes qui permettent de propager le son à la surface de Mars, qui ne sont pas des problèmes qu'on rencontre sur Terre du fait de l'atmosphère qui est plutôt dense. Et donc c'est des phénomènes effectivement de convection sonore, comme ils appellent, donc avec de la poussière qui en fait aide, est soulevée et qui aide à propager le son. Voilà, en résumé. Je vous demande pas, je vous explique pas le reste parce que déjà c'est pas dans mes compétences. Voilà ce que j'ai pu en retenir. Donc voilà, ce petit rover, donc ce grand rover et son petit hélicoptère ont travaillé bien ensemble. Et de fait, ont pu parcourir depuis 3 ans, ça va faire 3 ans maintenant. Le rover a fait 26 km. L'hélicoptère a parcouru 19 km en 72 vols, pour un total de durée de vol d'un peu plus de 2 heures, 128 minutes je crois, de mémoire. Et le rover par contre n'a fait que 27 km en 3 ans. Donc c'est pas une Ferrari, donc c'est 200 mètres en moyenne par jour, voilà, quand tout va bien. Et puis avec une pointe de vitesse à 700 mètres jour une fois. Bon, voilà, ils ont testé un autopilote qui était dessus sur un banc de sable. Ils ont roulé, ils ont fait 700 mètres. Donc bien. Voilà, le rover a peu d'énergie, donc avance lentement. Deuxième point, c'est une machine qui vaut cher, donc on ne veut pas la casser. Les cailloux sont tranchants sur Mars. Il faut éviter, vous voyez, de buter contre un caillou quand vous vous déplacez comme ça, parce que ça va solliciter la structure de manière importante. Donc on préfère y aller pas à pas, progressivement, et faire des petits bonds, je dirais, pour se déplacer, ce qui laisse le temps aussi aux scientifiques d'analyser les données qui sont données par ces instruments-là, de manière à choisir le site le plus agréable, enfin le plus intéressant pour poursuivre les études géologiques et, voilà, et prélever des échantillons. Alors ces échantillons-là, on dirait, ils vont être dans le rover. Ils sont prélevés par le rover, mais pourquoi faire? Alors, ces échantillons, en fait, ils sont prélevés et stockés dans un tube échantillon. Alors, j'ai oublié hier de le ramener de l'exposition où j'étais. J'ai oublié de vous l'amener. Bon, c'est un tube, il fait à peu près 13 cm de long, et puis environ 13 mm de diamètre, 1 cm 3 de diamètre. Donc, c'est un tout petit tube comme ça, et chaque tube va pouvoir, vous voyez, à l'échelle, va pouvoir contenir à peu près une quinzaine de grammes d'échantillons. Donc il a 43 tubes à l'intérieur. Il y a des tubes qui sont réservés pour prendre l'atmosphère martienne et d'autres pour prendre des échantillons. Et à partir de là, on envisage de les ramener sur Terre dans un deuxième temps. Et bien entendu, c'est pas le rover qui va les ramener sur Terre parce que lui ne pourra jamais redécoller de Mars. Il est beaucoup trop lourd, il est beaucoup trop imposant. Et donc on va envoyer une deuxième mission récupérer ces échantillons. Alors à quoi ils ressemblent tous ceux qui étaient prélevés là, il y a à peu près 21, vous voyez. Donc du fait qu'on peut déplacer le rover et collecter avec les analyses chimiques qu'on obtient, on peut obtenir des échantillons qui ont des allures très différentes, alors de visu et aussi un peu en composition chimique, donc ça sera très intéressant de les ramener. On a pris la précaution de déposer, parce que comme on est toujours un peu superstitieux dans le spatial, c'est-à-dire on pense toujours au pire, à quelque chose le rover va tomber en panne. On a pris la précaution au mois de décembre 2022 de déposer ces échantillons, une partie des échantillons sur Mars, une dizaine d'échantillons, au cas où le rover aurait un problème. Donc on a déposé ça dans un endroit qui a été défini. Vous voyez, il a pondu ces petits tubes par terre. Donc lui qui a déjà une allure d'insecte, vous voyez, avec 6 pattes, un abdomen derrière. Voilà, bon, maintenant il pond des tubes. Et donc voilà, on a déposé les tubes, ils ont été repérés. Alors les petits mouvements de roue, c'est pas anodin, c'est pour éventuellement laisser des traces sur Mars pour les repérer, quelquefois qu'on les retrouverait pas, qu'ils auraient été enfouis sous la poussière. Donc on fait des traces assez profondes. Et donc on a un schéma donc, qui a été complètement validé avec un dépôt de tubes. Vous voyez aussi que le site choisi est particulièrement plat, donc c'est optimal pour venir poser une mission qui récupérerait les échantillons. Donc tout ça c'est calculé, donc ça demande à ramener le rover à un endroit, puis déposer les échantillons. Donc pendant ce temps-là, pas d'analyse chimique.
et pas de prospection. Donc voilà une autre photo, et vous voyez en gros plan le tube qui est là. Alors ces tubes sont parfaitement scellés, prêts à conserver les échantillons, parce qu'il faut, pour la protection planétaire, vous vous souvenez, je vous en ai parlé, il faut que ces tubes, quand on va les ramener sur Terre, ils ne fuient pas. D'accord ? Donc il y a toutes les précautions qui ont été prises pour sceller ces tubes, ils ont été certifiés pour garantir une étanchéité totale, même s'ils restent 10 ans sur Mars, et même s'ils avaient à passer, si jamais il arrivait quelque chose au système qui doit récupérer ces échantillons et les ramener sur Terre, qu'ils restent 10 ans dans l'espace, dans le vide spatial, ils n'auront pas de fuite, enfin une fuite minimale, voilà, qu'on pourrait, donc pour préserver l'échantillon éventuellement tel qu'il a été prélevé in situ. Donc vous pouvez voir ici l'échantillon dans une carotte, à l'extrémité du forêt, et il va falloir venir rechercher ces échantillons. Et là, il va falloir venir reposer une plateforme, récupérer les tubes, remettre les tubes, les renvoyer en orbite martienne, et les récupérer pour les ramener sur Terre. Le problème, c'est que sur Mars, on ne peut pas envoyer une grosse fusée comme on a sur Terre, parce qu'on n'a pas de tour de lancement. On n'a pas d'ingénieurs là-bas sur place pour surveiller le lancement, remplir les réservoirs, etc. Donc il faut quelque chose de robuste. Et les seules choses robustes qu'on connaisse, c'est des fusées qui sont utilisées par les militaires pour les missiles. Donc des fusées qui sont extrêmement robustes, qui peuvent être conservées longtemps, stockées avant d'être utilisées. On souhaite qu'elles ne soient pas utilisées sur Terre, mais voilà, donc elles peuvent être stockées longtemps. Et donc c'est ce même principe qui est utilisé. Simplement, ces fusées n'ont pas d'aptitude à contrôler, complètement des orbites, etc. Donc on va envoyer, l'ensemble des échantillons réunis au préalable dans un ballon de basket par une plateforme qui va se poser avec un bras que vous voyez, un bras articulé, qui va venir récupérer les tubes qui auront été pondus autour par le rover, s'il marche encore. Sinon, on reviendra près des tubes qui ont été déposés par le rover. On les mettra dans un petit canister, en fait une taille d'un ballon de basket, qui sera mis à l'extrémité de cette fusée, qui redécollera de Mars. Tout ça toujours en automatique, comme pour l'atterrissage. Tout ça, il y a quelqu'un qui va appuyer sur un bouton, puis après ça va se passer comme ça doit se passer. Et puis on vise une orbite de 100 km, à peu près 103 km par rapport à Mars, la surface de Mars. Et le fameux satellite que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelait Hero, qui est construit, qui sera fourni par l'Agence spatiale européenne, et donc qui est de fabrication française, c'est Airbus France qui le fabrique, va venir se mettre en orbite autour de Mars, surveiller toutes les opérations au sol, la descente du lander, la récupération des échantillons, et ensuite va modifier son orbite pour venir rechercher ce petit ballon de basket qui sera en quelque part autour de Mars, d'accord ? Donc ça va être une chasse aux œufs, on va à un œuf en fait, une chasse à un œuf autour de Mars. Et une fois qu'il aura récupéré ce petit container, demi-tour, donc on rallume les moteurs, on sort de la gravité martienne et on revient vers la Terre. Alors, comme on est toujours un petit peu, on est limité en poids, cette satellite cette sonde qui va faire l'aller-retour, en fait, qui va faire un aller-retour Terre-Mars, Mars-Terre, est dotée de propulsion électrique, donc avec des panneaux solaires. Donc ça, c'est quelque chose que maîtrise l'Agence spatiale européenne depuis longtemps, et donc va être capable de travailler avec uniquement de la puissance électrique. Donc on a un propulseur électrique qui permet de modifier la trajectoire de cette sonde. Alors c'est des toutes petites poussées, mais c'est suffisant pour faire le travail. Et de fait, ça évite l'emport d'ergols, ce qu'on appelle les ergols, donc des carburants qui sont très lourds et qui sont pénalisants sur la masse. Il fera déjà 6 tonnes, lui, en orbite martienne pour faire le travail et revenir sur Terre. Et si tout se passe bien, vous voyez que si tout se passe bien, les échantillons qui ont été collectés par le rover Persévérance à gauche, donc ces fameux petits tubes, qui ont été récupérés. Alors, ils avaient imaginé un scénario, c'est pour ça qu'il y a des hélicoptères là, où ils imaginaient que les hélicoptères puissent aller chercher les tubes. Bon, c'est aujourd'hui un petit peu, mis de côté. Cette plateforme qui sera lancée par une fusée américaine, la fusée, donc normalement un Ariane 6 qui se lancera à Hero pour amener Hero, donc l'orbiteur, autour de Mars. Le système de fusée avec le canister que vous voyez ici, donc j'ai un ballon de basket, mais vous voyez c'est un cylindre dans le design actuel, qui sera récupéré par Hero pour revenir sur Terre et mis dans une capsule. Donc Hero lâchera la capsule à peu près quand il sera environ à une semaine de revenir dans l'orbite terrestre, pour faire une rentrée directe et s'écraser
sans parachute parce qu'on n'a pas la masse pour mettre un parachute. S'écraser dans le désert, dans un désert, supposé en Utah, voilà. Donc tout ça, c'est un bouclier de rentrée avec un système de déformation qui permet d'éviter le choc. Je dirais le choc trop important. C'est actuellement testé. Et une fois que ces échantillons seront récupérés, ils iront dans un laboratoire de haute sécurité pour être analysés par des scientifiques. Voilà la mission de retour d'échantillons. Donc vous voyez, les calendriers, je les ai donnés, alors on met 2028, donc 2028 normalement le lancement, et si on est optimal, on récupère les échantillons. Donc 2027 le lancement de la fusée européenne, 2028 le lancement de la fusée américaine. Donc le héros sera en orbite et pourra surveiller l'arrivée de l'atterrisseur. Et si tout va bien, retour d'échantillons en 2033. Donc encore 10 ans à attendre. Je vais vous dire aujourd'hui, on a déjà décalé le calendrier sans doute de 2 ans, parce que sur Mars, on peut tirer tous les 2 ans en raison des positions des planètes. Donc quand on n'est pas prêt à la date du lancement, on prend 2 ans de retard. Et 2 ans qui coûtent cher parce qu'il faut maintenir les ingénieurs en poste, il faut travailler, continuer. Voilà. Donc souvent on a du travail à terminer, donc c'est plutôt bien. Mais voilà. Donc vous voyez, 2033, 2035, voilà, dans un scénario optimal. Voilà pour la mission martienne. Donc vous voyez, ces retours d'échantillons, tout ça pour... alors malheureusement, il y a des personnes qui plaisantent là-dessus pour satisfaire la curiosité de quelques scientifiques qui voudraient bien savoir ce qu'il y a sur Mars. Alors j'aime pas trop ce qui est dit dans ce sens, parce que connaître Mars, c'est connaître aussi un petit peu la Terre. J'ai expliqué pourquoi, les origines de la vie sur Terre, voir éventuellement comment était la Terre, comment ça fonctionnait sur Terre il y a 3,4 milliards d'années. Là, à des endroits où on n'a plus de traces géologiques, ou très peu, ou tout du moins elles ont tellement été transformées qu'on ne peut plus reconnaître ce qui était initialement. Et puis c'est surtout la recherche de traces de vie. Si jamais on découvrait de la vie, ou même une trace de vie sur Mars, même ancienne, complètement incompatible avec notre biosphère actuelle terrestre, puisque quand même notre atmosphère et notre Terre a bien changé depuis 3 milliards d'années, on aurait quand même la preuve d'une deuxième genèse, ou d'une possibilité d'une deuxième genèse, si tant est qu'elle est en plus un peu différente de la nôtre. Ça remettrait beaucoup de choses je dirais beaucoup de modèles de biologie, je me tourne vers les biologistes, en cause, pas en cause, mais ça mènerait à réfléchir sur la portée universelle de ce qu'on a annoncé comme étant le modèle du vivant. Voilà. Et donc ça serait vraiment un pas de géant, je dirais, pour la connaissance de l'humanité. Donc ça vaut bien le coup de le faire. Et puis c'est une mission qui a été pensée il y a déjà très très longtemps, puisque retourner des échantillons de Mars, ramener des échantillons sur Terre de Mars, ça a déjà été pensé dans les années 70, dès que les missions Viking, si vous vous souvenez des Américains, ils ont fait leurs premières expériences in situ pour détecter de la vie, ça n'a pas bien marché, ils se sont dit il faut qu'on ramène tout sur Terre. Et pour une raison aussi simple, c'est que même si le rover que je vous montre a des capacités d'analyse in situ, sur Mars, les outils qu'on met dessus sont des outils qui sont extrêmement limités en termes de performance. Donc on est 1000 fois moins sensible que l'on le serait dans un laboratoire terrestre équipé avec l'instrument qui a servi de modèle à fabriquer un instrument spatial. Donc on a tout intérêt à ramener les échantillons, parce que c'est pas parce que les instruments in situ voient rien qu'il n'y a rien. Donc là on aura la confirmation. Le deuxième point important, et là comme on est aussi dans un campus universitaire, c'est que les scientifiques sont en interaction avec leur analyse et leurs échantillons. Le rover, je l'ai dit à plusieurs reprises, tout est programmé, prédéfini. On appuie sur des boutons, il se passe ce qui se passe et après on constate. D'accord ? Mais en aucun cas, on peut modifier quelque chose. Le paramètre opératoire restera le même. Donc quand vous avez un échantillon qui ne donne pas tout à fait le résultat que vous attendez, mais vous soupçonnez qu'il y a quelque chose qu'il faudrait faire en plus, vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas l'instrument in situ et il est inutile d'essayer d'en envoyer un autre. Donc ramener les échantillons, ça permet aussi de donner cette dynamique qui est propre à la recherche, c'est-à-dire à partir d'un premier résultat, de réfléchir et d'adapter le protocole d'analyse qui suivra pour optimiser, confirmer une hypothèse qu'on a reformulée, etc. Donc ça, on rentre vraiment dans un travail de recherche le plus élaboré qui soit, qui est celui de la recherche scientifique telle qu'on la pratique sur notre bonne vieille Terre. Donc en aucun cas, et avant très très longtemps, on pourra envoyer des instruments aussi sophistiqués que ceux qu'on a dans nos laboratoires pour faire des analyses in situ, pour des raisons, simplement, vous voyez déjà ce qu'il faut pour ramener
et là je vais conclure là, sur cette diapositive là-dessus, 32 tubes contenant 15 grammes d'échantillons. Quand vous faites le bilan de l'énergie dépensée, des fusées qu'il faut envoyer pour ramener 32 tubes de 15 grammes, ces 15 grammes vont valoir une fortune. Je peux vous dire que ce n'est pas un laboratoire de sécurité uniquement pour la protection planétaire, ça va être un laboratoire de sécurité aussi en termes de caractère précieux, je veux dire, parce que le gramme va coûter très 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 cher. Juste une autre mission dans le système solaire, j'irai un petit peu plus vite, c'est les missions vers Saturne. Cassini-Huygens, vous en souvenez peut-être, 1997-2017, et surtout une sonde européenne, Huygens, qui s'est posée sur Titan, une des lunes de Titan, le 14 janvier 2005. Bon, je la retiens bien, c'est la date de mon anniversaire. Un grand plaisir. À chaque fois, sur mes dates importantes, il y a quelque chose. Mon anniversaire de mariage, il y a aussi quelque chose, etc. La Saint-Christian, pareil. Donc voilà, donc je suis comblé. Vous voyez, et donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis au CNES. Donc je ne sais pas. Donc 2005, donc une sonde se pose sur Titan. Et donc depuis ce temps-là, on s'intéresse beaucoup à ces lunes parce qu'on a découvert une chimie sur Titan qui est tout à fait spectaculaire en termes de chimie organique. Et donc il y a eu beaucoup d'intérêt à regarder un petit peu ces fameuses lunes qu'on appelle lunes glacées parce qu'il est fait très froid, au moins en surface, très froid au moins en surface. Et elles ont toutes, c'est des mondes qui sont très différents de notre lune à nous, qui est une lune très rocheuse. Et là, on a affaire à des mondes faits de couches de glace, de pellicules glacées, et dont on soupçonne, du fait de proximité des planètes géantes, qu'il puisse y avoir des océans en profondeur. Donc Titan, alors Titan est que vous voyez ici complètement à droite, est une planète qui masque son jeu, puisqu'il y a une brume permanente, une atmosphère très très dense, qui fait qu'on voit très peu, en tout cas dans le domaine, avec nos yeux, on voit très peu la surface de Titan. Donc, pas du tout. Et par contre, il faut d'autres outils pour aller la voir. Et se poser sur Titan est quelque chose à renouveler, puisque Cassini-Huygens nous avait montré des paysages qui ressemblaient étrangement à des plages avec des galets, à des reliefs qu'on pouvait apparenter à des montagnes. Il y a des dunes, etc. Donc on s'est dit, allons vers Titan. Donc il y a une mission dont je m'occupe, qui est en préparation, qui s'appelle donc Dragonfly, dont vous entendrez parler, qui, au lieu de rouler sur Titan, va faire voler un drone sur Titan. Donc vous reprenez le rover de 800 kg, vous lui mettez 8 hélices, de 4 groupes de 2, et vous pouvez voler sur Titan. Sur Titan, c'est facile parce que c'est une des rares planètes, des rares corps célestes dans le système solaire où il y a une atmosphère dense, et même elle est plus dense que sur Terre, environ 1,4 fois la densité de l'atmosphère terrestre. Donc on peut facilement voler sur Titan avec un drone qui aura le même système électrique, etc. que Persévérance que vous avez vu. Donc voilà, donc ça c'est un projet. On va fournir des instruments la France va fournir des parties d'instruments pour analyser notamment la matière organique qui sera sur Titan. Il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus. Et donc voilà le scénario qui est prévu avec Dragonfly. Donc on arrive sous un parachute, la même capsule que vous voyez. Et puis là, comme c'est un drone volant, on le lâche, puis il se met en route. Voilà. Et donc voilà les reliefs, imaginez, de Titan. Donc vous voyez, ça ressemble étrangement, mais c'est très froid, moins 190 degrés, moins 175 degrés, donc très très froid, surface. Et donc c'est principalement des hydrocarbures solidifiés. Donc il se pose, il a une petite antenne qu'il déploie, qu'il oriente vers la Terre pour transmettre les données. Il n'aura pas de satellite relais. Et une fois qu'il prélève des échantillons à l'aide des petits sabots que vous voyez sur les patins, et à partir de là, il redécolle. Alors, il ne redécolle pas immédiatement parce que sur Titan, les jours durent 16 jours terrestres. Et donc, on a le temps de travailler. Donc, c'est bien aussi pour les équipes de recherche qui ne sont pas soumis à la chronologie de Mars, où Mars, malheureusement, les jours martiens, c'est à peu près les jours terrestres. Et donc, ce qui fait que les équipes doivent travailler en permanence tous les jours pour travailler sur le rover martien. Là, 16 jours, tranquille, voilà, et on ferait. Donc voilà le dernier design. Donc, vous voyez, il fait 800 kg, il va faire à peu près la même taille que le rover Persévérance, en termes d'empattement.
Et vous voyez cette antenne là, cette grande poêle à frire là qui est sortie. Les caméras que vous voyez, donc les petits carrés que vous voyez devant sur la tête. Là, à nouveau, vous avez retrouvé une forme d'insecte. Hein. C'est peut-être une marque de fabrique. Hein, je veux dire, donc avec une tête et puis un abdomen, un corps et un abdomen derrière. Et puis cet outil que vous voyez là sur le flanc, juste derrière les hélices, qui est posé sur le côté du drone et qui est une petite foreuse qui va aller gratter le sol. Alors le truc que je trouve génial, c'est que plutôt que de gratter, de faire une carotte, bah, comme il y a de l'atmosphère sur Titan, bah, on peut déplacer l'air pour prélever l'échantillon. Donc on a mis un aspirateur. D'accord ? Donc il y a 2 turbines derrière qui sont chargées d'aspirer ce que va user le petit forêt, puisque c'est de la glace en plus, c'est très bien. Donc on va aspirer la poussière de glace à l'intérieur ou du sol et l'envoyer dans le laboratoire d'analyse qui est à l'intérieur. Donc, il y a un petit collecteur qui va progressivement utiliser poussière. Vous voyez, c'est toujours ingénieux, hein, la robotique, on s'adapte. Et le fait, quand on a une atmosphère, bah, effectivement, on peut aspirer. Si on n'a pas d'atmosphère, ça ne marche pas. Donc voilà. Sur Mars, ça ne marcherait pas. Donc voilà pour les missions. Celle-là, vous en entendrez parler parce qu'elle est en cours d'élaboration. Donc lancement, on devait lancer en décembre 2027 et maintenant on est en juillet 2028. Et comme Titan est loin, on arrive sur Titan en décembre 2034. Et donc pour commencer les opérations en janvier 2035, peut-être pour mon anniversaire, j'en sais rien. Toujours est-il qu'on arrive 1 an après que Huygens se soit posé sur Titan en année saturnienne. D'accord ? Ça fera juste 1 an que Huygens s'est posé en année saturnienne sur Titan. D'accord ? Donc on vient l'année suivante. C'est un choix qui est stratégique, c'est-à-dire qu'on connaît les saisons, on connaît les vents sur Titan, ils ont été mesurés à cette période-là. Donc on revient à un moment où on connaît un peu comment est Titan par rapport à sa position dans le système solaire, etc. Et donc voilà, donc système intéressant. Alors pour conclure un petit peu, et je vais aller assez vite, les exoplanètes. Vous voyez que déjà dans notre monde, en fait, hein, dans notre système solaire, il y a déjà des mondes extrêmement intéressants à étudier. Et quand on s'intéresse aux exoplanètes, donc on va essayer de caractériser ces exoplanètes, d'en découvrir. Et vous voyez souvent ces images dans les revues hein, d'exoplanètes. Ce sont des dessins d'artistes. Alors c'est tout le monde marqué en petit. On n'a jamais vu une exoplanète comme ça. Hein, d'accord ? Vous allez voir ce qu'on voit avec une exoplanète, c'est pas grand-chose. Donc en fait, ce sont des images qui sont dessinées, sont à partir des modèles qu'on connaît, en ayant des modèles qu'on fait tourner, en ayant certains paramètres de la planète, les connaissances de l'étoile, etc. Donc on imagine des mondes. Hein, donc on est dans l'imaginaire. Donc ce sont des projections de l'imagination, mais qui sont basées sur des mesures réelles. Alors celle-ci, elle n'est pas du tout. J'ai pas fait une erreur en tassant la photo. Elle est un peu aplatie. Voilà. Elle a une forme de ballon de rugby. Donc vous avez même des planètes un peu ballon de rugby. Donc c'est pas toujours des planètes toujours très rondes, vous avez des planètes qui peuvent avoir des formes différentes. On n'a pas fini d'être surpris. Comment on découvre ces planètes hein ? Vous découvrez ces planètes-là en observant le ciel, et quand elles passent devant l'étoile, hein, donc on prend un champ dans la galaxie, on essaye donc vous savez, notre galaxie, nous on est à peu près dans le plan, enfin on est dans notre galaxie a un plan, hein, et donc on regarde hors du plan, parce que si on regarde dans le plan, très vite, on voit pas grand-chose, puisqu'il y a tous les plans sont comprimés, on regarde vers le centre, ce qu'on appelle centre galactique, et là on voit rien. Donc on est obligé de partir hors du plan et d'observer des systèmes légèrement hors du plan. Et à partir de là, on peut voir des planètes passer hein, devant des étoiles. Et quand elles passent devant l'étoile, elles abaissent la lumière de l'étoile. Donc ça fait un abaissement de luminosité. Alors c'est des luminosités très faibles, ça varie très très faible. Hein. Vous imaginez que ici, si on n'est même pas assez nombreux, si on avait tous une lampe torche, c'est détecter moins d'une lampe torche qui s'éteint. Hein. Si vous braquez toutes les lampes torches vers moi, je devrais détecter que quelqu'un éteint sa lampe torche. Donc c'est des variations de lumière très très faibles. Donc on passe devant l'étoile, et à partir du moment où on passe devant l'étoile, vous avez cet abaissement de lumière, voilà ce qui vous est montré par le petit graphe ici. Et donc là, on sait qu'on a détecté devant cette étoile-là qu'il y a une exoplanète qui passe. On n'en sait rien de plus. Il y en a une. Simplement, comme on mesure le temps,
on va connaître sa période orbitale autour de l'étoile, et après on peut revenir braquer un télescope pour observer cette étoile. On connaît au moment où elle va passer, et de fait, on va pouvoir venir étudier plus précisément cette exoplanète. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ça sert à créer les éphémérides, qui sont connus des astronautes, de connaître quand les astres, où sont les astres à quel moment. Et ça, c'est très important. Donc on commence par ça. Et donc vous voyez ici une mission Plateau qui va être lancée en 2026 par l'Agence spatiale européenne et qui possède, ce que vous voyez là, c'est des caméras qui vont observer un très grand champ. Donc c'est autant de petites caméras qui observent un très grand champ de notre galaxie à la recherche d'étoiles qui vont présenter des variations de luminosité pour détecter les exoplanètes. Alors ces exoplanètes, donc ces instruments-là, c'est des instruments sophistiqués. Donc vous voyez, ça c'est un laboratoire à Paris, dans l'Institut d'astrophysique spatiale IAS qui est à Orsay, dans lequel ils ont des grandes cuves pour tester ces caméras. On vérifie, on les met dans le noir, on varie les températures, on les met à très basse température, on vérifie qu'électriquement il n'y a pas d'échauffement, etc. Et on qualifie les caméras. Vous avez 26 caméras. Il faut que les 26 caméras fonctionnent à peu près de la même manière, de manière à ne pas avoir trop de corrections à faire entre les observations des unes et des autres. Elles auront des petites différences, mais on les aura calibrées. Donc avant d'être installées sur le télescope, vous allez les passer tous dans la cuve. Et chaque test dure à peu près 8 semaines. D'accord ? Une semaine de montage, 6 semaines de test, une semaine de démontage. Et vous passez à la caméra suivante. En fait, 9 semaines, parce qu'on donne une semaine de repos quand même aux équipes qui travaillent dessus. Voilà. Et vous avez comme ça 28 caméras à tester. Donc c'est réparti sur 3 laboratoires, en Italie, etc., ou à d'autres endroits en Europe. Et forcément, vous avez une caméra qui est passée d'un laboratoire à un autre pour étalonner chacun des cuves de mesure, de manière à vérifier que tout le monde, même si c'est testé à différents endroits, on a à peu près les mêmes caractéristiques. Donc tout ça, ça demande aussi du temps, de la précalibration, etc. Et voilà. Alors voilà ce qu'on voit souvent d'une exoplanète, quand les images sont traitées, et déjà bien traitées. Donc vous voyez, quand on a la chance d'avoir un système planétaire qui est perpendiculaire un petit peu au nôtre, voilà, et qui n'est pas dans le plan, on a la chance de voir ces points lumineux qui sont des planètes éclairées par l'étoile. Là, on a mis un disque, ce qu'on appelle un chronographe, pour écranter la lumière de l'étoile et mieux voir ce qui se passe autour. Et toutes ces ondes un peu que vous voyez sortir de l'étoile, en grande partie dans ces amas-là, il y a aussi de la poussière, ce qu'on appelle les disques protoplanétaires. Alors voilà, par exemple, une mission que vous connaissez bien, dont JWST, ce fameux grand télescope qui avait été lancé par Ariane. Et voilà les images, j'aime bien les montrer parce que ces images ici, les images du haut, c'est les images réelles du télescope. D'accord ? Donc la première série d'images d'entre la bleue et la rouge, là, de gauche à droite, vous avez les images réelles de ce télescope. Et puis, une fois traitées, vous voyez les planètes. Vous commencez à voir aussi les disques de débris, c'est-à-dire qui tournent autour de l'étoile. Et puis, vous avez le disque interne, ce qu'on appelle le disque interne au niveau de l'étoile. Et donc, vous voyez par rapport aux images, donc dans les images brutes, il y a aussi simplement un télescope qui vous donne une image visible à l'œil. On utilise aussi des télescopes qui vous donnent des images qui peuvent être ensuite travaillées numériquement pour pouvoir sortir les informations qui sont dedans. Donc aujourd'hui, la plupart des télescopes ne produisent pas, comme les télescopes amateurs, une image qui est photographiable, compréhensible immédiatement. Il faut passer par du traitement numérique derrière, qui est bien entendu est connu par rapport à la manière dont on a conçu le télescope. Donc vous voyez, le JWST, c'est un télescope très particulier qui produit des images comme ça, puis une fois qu'elles sont traitées, elles vous donnent ces merveilleuses images où vous commencez à voir les planètes. Donc, et vous voyez, ce qu'on voit d'une planète, c'est quelques petits points, c'est quelques pixels dans l'image. Donc les dessins d'artistes vont largement au-delà du pixel. Et les points importants qu'on peut aussi avoir, c'est qu'on peut détecter quand la planète passe devant l'étoile, on a sa couche, la couche de son atmosphère, qui passe juste entre l'étoile et l'observateur. Et donc on peut avoir, avec un spectromètre, avec une analyse de couleur en quelque sorte de cette atmosphère-là, dans différentes longueurs d'onde, qui va vous donner la composition chimique de cette atmosphère. Donc vous pouvez obtenir aussi l'analyse de la composition atmosphérique de ces planètes, à condition de savoir où elles sont et quand les observer devant leur passage et quand elles passent devant l'étoile. Donc c'est le travail qui est fait par les sondes spatiales comme Plateau que je vous ai montré préalablement, qui ont pour but de détecter les exoplanètes et de
de dire cette étoile-là a un système exoplanétaire autour qu'on peut observer. Ensuite, on peut braquer un télescope plus puissant pour venir exclusivement observer ça et au moment où elle passe, saisir le spectre de l'atmosphère, voire même quand la planète passe de l'autre côté de l'étoile, pouvoir avoir un spectre de réflectance de sa surface. Donc c'est ce qu'on espère avoir avec JWST, c'est ce qu'il commence à faire et les premiers résultats sont très très intéressants. Donc voilà, donc ce que je voulais vous montrer, alors pour conclure, je voulais juste rendre hommage un peu à tous ceux qui, parce que moi je suis CNES, hein, donc j'accompagne, d'accord, je ne suis pas du tout un scientifique qui travaille directement dessus, je suis en lien avec les scientifiques des missions spatiales, ceux qui développent les instruments, et moi je les accompagne. Donc je tiens à rendre, j'irai ici à vous montrer, notamment à toutes ces équipes, je vous ai montré Persévérance, qui travaillent la nuit. Là, ils viennent de commencer, vous voyez, il est 6h30, hein, ils ont commencé à 5h, parce que les Américains, c'est le début du jour en Californie, d'accord? Donc, on commence les opérations en même temps. Et ils ont reçu les images du rover qui leur est envoyé. Ils ont à peu près 3 heures pour les analyser, les regarder, savoir quelles sont les données scientifiques importantes, et ensuite discuter avec les homologues ingénieurs de l'autre côté, avec les équipes d'ingénieurs qu'on met aussi, pour planifier le futur travail du rover le jour suivant ou le surlendemain. Et puis on répète l'opération. Donc toutes les nuits, hein, donc là vous avez des opérateurs, là, ceux qui sont devant, ce sont les opérateurs du CNES, hein, donc qui eux sont chargés, les ingénieurs qui sont chargés d'envoyer les lignes de commande côté américain, qui vont vérifier, compiler, et puis une fois que tout le monde est d'accord, donc souvent vers 1h, 2h du matin, une fois que ça a bien tourné, c'est réitéré, vous avez des pauses de 45 minutes, si vous avez une erreur dans votre code, il faut corriger, vous avez 45 minutes pour corriger, pour envoyer la nouvelle version, et puis après c'est compilé côté ingénieur américain, et si ça va, c'est bon, c'est gardé, donc on check. Donc vous avez comme ça, et ensuite, une fois que tout est fini, les ordres sont envoyés, sont préparés, prêts à partir. Hein, c'est le chronopost, prêt à partir sur Mars. Quand un satellite est en bonne configuration autour de Mars, on lui envoie les données, ensuite il les retransmet au rover, qui va ensuite exécuter la séquence suivante, c'est-à-dire se déplacer, bouger le bras, déplacer la caméra supercam, analyser telle roche, etc. Voilà. Et donc c'est des équipes complètes. Alors c'est très peu de monde sur les opérations, ils tournent forcément. Il y a à peu près une 50aine de Français qui travaillent dessus. Et quand vous réunissez tout le monde, comme ça a été le cas, on l'a fait l'année dernière, ben voilà, l'équipe américaine et l'équipe française réunies, qui travaillent que sur la petite caméra, d'accord? Ok, ça vous donne voilà ce monde, et c'est eux qui font la science et c'est eux qui finalement utilisent ça. Donc moi, je suis simplement là pour accompagner les équipes, les Français qui sont dans le groupe, voilà. Donc je voulais conclure par ça parce que c'est important, on voit souvent ces missions-là en disant c'est cher, ça coûte, voilà. Ça fait quand même vivre une communauté scientifique, oui, juste sur un instrument, juste un instrument. Et le point que je voulais vous parler, c'est que voilà, bien entendu, il y a un objectif très lointain, c'est d'envoyer un jour l'homme sur Mars. Vous en entendrez toujours parler. Pour l'instant, c'est impossible. Je le dis très clairement, c'est impossible avec les technologies qu'on a actuellement. Pour 2 raisons, le temps de transport, les conditions qui règnent sur Mars, qui sont loin d'être des conditions dans lesquelles on aimerait passer du temps. Vous avez des roches coupantes, vous allez avoir des combinaisons, il ne faut pas tomber, etc. Vous n'avez pas de vent comme dans Seul sur Mars, si vous avez vu le film Seul sur Mars, vous n'avez pas de vent, donc impossible de tomber comme Matt Damon est tombé, à part se prendre les pieds dans un caillou. Voilà, ça aurait été une plus belle chute. Mais donc voilà. Donc surtout, donc il y a des conditions très particulières de radiation aussi. On sait que les astronautes sont exposés. Et puis surtout, il y a 8 mois de voyage. Et aujourd'hui, 8 mois en allant sur Mars, sachant que vous ne pourrez pas faire demi-tour. C'est-à-dire une fois que vous êtes parti de la Terre, prochaine halte, c'est Mars. Et si vous devez revenir sur Terre, il faut d'abord aller faire le tour de Mars pour revenir ensuite sur Terre. Donc quand vous discutez avec les astronautes que j'ai pu côtoyer un petit peu, c'est un moment voilà, qui est forcément psychologiquement très particulier. C'est pas pareil que de monter sur l'ISS et de voir la Terre et de redescendre. Bon, c'est un ascenseur entre guillemets, on peut l'imaginer comme ça. Et puis d'aller sur la Lune parce que la Terre est encore là. Une fois que vous êtes parti, vous tournez le dos à la Terre, vous ne la voyez pas, hein, et puis vous partez vers Mars. Prochaine destination, c'est là-bas 8 mois. Et si vous devez faire le tour, c'est 1 an et demi, d'accord. Donc pour revenir.
Donc le voyage peut être long si au bout d'un mois vous commencez à vous ennuyer, hein, ou ça ne va pas dans l'équipage. Donc le voyage a des contraintes psychologiques, puis des contraintes, voilà, je dirais, physiques très très importantes. Et bon, il y a des rêves, hein, d'envoyer des hommes sur Mars. Il faut les envoyer sur Mars et les ramener, hein. Il va sans dire que les autres idées sont un peu farfelues et ne seront pas validées par des comités d'éthique qui accepteront d'envoyer, je dirais, comme on fait avec les rovers, des gens sur Mars d'une manière définitive. Ça, c'est quelque chose qui ne sera pas accepté par les agences spatiales et par les autorités, même si certains en rêvent. Vous voyez qui je pense. Donc voilà, donc tout ça, l'homme sur Mars, c'est très loin. Vous voyez déjà les contraintes qu'il faut pour ramener un tout petit peu d'échantillons martiens à l'horizon 2035. Donc voilà, donc ça, ce sont des rêves, des utopies pour l'instant. Voilà, donc je tenais aussi à remettre les pendules un petit peu à l'heure, mais je pense que vous l'avez compris. Ah bah c'est bien, voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention et votre venue.